si facile que ça parce que ça doit passer par plein de papiers, avoir des relais locaux sur place pour ramasser le papier par exemple au niveau de Rabat, au niveau actuellement avec tu as tout de suite le nombre, tu as avec un seul clic tu as le nombre, tu as tout ça. Donc le plaidoyer à travers la pétition de plus en plus il va prendre l'ampleur, mais il faut se demander toujours le plaidoyer, l'outil qu'on va utiliser, est-ce qu'il est, comment dire, est-ce qu'il est en harmonie avec le contexte local. Lorsque tu es par exemple dans un village, lorsque tu es par exemple dans un contexte national bien déterminé, est-ce que tu vas faire face maintenant à un plaidoyer avec les partis politiques? Est-ce que les partis politiques ils ont leur site qui est actualisé? Est-ce qu'ils ont quelqu'un qui ne se charge que de ça? Est-ce qu'ils ont la culture de recevoir le plaidoyer? Ils vont négliger lorsque tu es par exemple en face de l'ONU. Bien au contraire, il y a une instance qui est là pour recevoir, pour compter, pour dire voilà ce qu'il en est, voilà les idées qui en sortent, voilà les recommandations. Donc, toujours le type de plaidoyer qu'on va choisir, il doit être très compatible avec le contexte. Madame, on peut dire qu'on peut renforcer le poids d'un plaidoyer à travers les pétitions. On fait un plaidoyer pour défendre une idée, pour prendre une solution. Après, si ça ne marche pas, on peut faire des pétitions, une pétition. Si la pétition, il a sa place dans le contexte. Oui, si il a sa place dans le contexte. Tu peux maintenant le renforcer par le sitting, par tas de choses, ce sont des mesures, tas de campagnes qui peuvent, un slogan qui passe chaque fois dans la rue pour dire la même chose, avec une voix des moyens de résistance. Voilà, donc... comment renforcer, comment faire le plaidoyer, quel type de plaidoyer on va faire, quels moyens on va utiliser, ça dépend du contexte. On ne peut pas, chaque contexte, il nous dit, faire une étude de terrain avant de réagir. Bien sûr, ça c'est sûr, et on va voir les étapes. Nécessairement, on doit identifier le problème. Lorsqu'on identifie le problème et on va le plaidoyer, on doit communiquer avec quel support, donc est-ce qu'il est capable, ce support-là, de répondre au contexte particulier où il n'est pas, j'ai donné l'exemple des partis politiques, faire un plaidoyer par exemple en face des partis politiques marocains par une pétition, est-ce qu'il aura un intérêt? Faire un plaidoyer par exemple sur le mariage précoce avec une pétition, est-ce qu'il aura un intérêt? Combien de gens, les Marocains qui vont, donc même les sondages d'opinion par exemple, qu'ils ont vraiment une connotation lorsqu'on fait affaire les réseaux sociaux ou non. Donc tout ça, ça dépend de la compatibilité de l'outil, du moyen qu'on va utiliser avec la réalité, avec le contexte. Je voudrais faire une différence entre le plaidoyer et le lobbying, parce que toujours on a après à confusion entre le lobbying et le plaidoyer. Le lobbying, c'est l'activité menée par un lobby, c'est-à-dire un groupe de pression. Le lobbying consiste donc en la pression exercée par certains groupes sociaux ou professionnels auprès de décideurs politiques ou des médias dans le but de défendre une cause ou des intérêts particuliers ou d'influer sur l'opinion publique. Donc là, il s'agit d'un groupe, des intérêts d'un groupe. Les intérêts, il faut retenir ça. Si c'est un groupe, ce sont les intérêts d'un groupe particulier. Le plaidoyer ou lobbying. Le lobbying, ce sont des groupes de pression. Souvent, le lobbying, on parle du travail dans les couloirs, le travail en noir, on parle dans les coulisses. Donc, c'est l'informel, c'est pas clair, c'est juste un groupe. Parfois, on a souvent tendance à confondre lobbying avec quelque chose de louche. Donc, le domaine de développement social, on parle du plaidoyer. Le lobbying, c'est autre chose. On n'a pas affaire à travailler avec le lobbying, mais avec le plaidoyer. Plaidoyer et lobbying, on se demande la question plaidoyer ou lobbying. Qu'est-ce qu'on va faire? Plaidoyer et lobbying ont le même but. Ils sont finalement deux activités assez proches.
Cependant, on peut les distinguer dans la méthode employée. Ils ont le même but parce que les deux, ils œuvrent pour influencer, pour faire impression, pour faire pression, pour influencer, parce qu'on changer une situation. Ah oui, oui. Donc, le lobbying, la plaidoyer, c'est toujours pour influencer le décideur, quel que soit le décideur. Seulement, le plaidoyer, il s'agit d'un intérêt de la commune, d'un intérêt d'ordre général. Le lobbying, voilà, un intérêt commun. Le lobbying, c'est toujours l'intérêt d'un groupe bien déterminé et la façon d'une particularité pour un groupe, mais parfois s'il nuit l'intérêt de la communauté, le groupe il la défend. C'est pourquoi souvent le lobbying, comme j'ai dit, on passe par les polices. Plaidoyer au lobbying, ils ont le même but, mais on peut les distinguer dans la méthode employée. Donc c'est la méthode qui est employée, pas par rapport au but. Le lobbying utilise le système politique en place et tente d'influencer le processus décisionnel. Le lobbying n'est pas un travail de masse, il se fait le plus généralement silencieusement dans les coulisses des lieux de décision par des petites équipes qui savent s'adapter aux opportunités offertes par le système en place. Généralement, Madame, quand on évoque le mot les groupes de pression, le lobbying, c'est généralement dans les escales. Oui, notre conviction populaire. Voilà. Ils défendent leurs intérêts, même si c'est au dépend de l'intérêt général de la population. Oui, les documents d'urbanisme, par exemple, tu as la concertation, mais tu as en parallèle le groupe, par exemple, un groupe qui peut, par exemple, faire pression autrement pour qu'une loi ne sorte pas ou pour qu'il y ait une modification qui ne répond, par exemple, que les intérêts des plus groupes. Et on trouve souvent, dans la majorité des cas, que les lobbies sont les acteurs politiques. C'est eux les décideurs. On les trouve le Parlement et tout. Donc, pas souvent, pas toujours. Tu peux trouver, par exemple, lorsque tu as affaire à un groupe, il y a les professionnels, par exemple les professionnels de textile, les professionnels. Tu as tas de groupes de lobbying, ça dépend. Ça dépend. Le lobbying, en revanche, est plutôt une action menée par un groupe de personnes, ce groupe pouvant être nombreux et disparates dans sa composition. Plus la population qui soutient le plaidoyer est importante, plus celui-ci a de chances d'aboutir. Le plaidoyer est une action qui se fait au grand jour et même qui cherche à faire parler d'elle. Le lobbying, on essaie d'être discret. Le plaidoyer, on essaie d'être clair, bien au contraire, on veut s'exposer, justement, on veut s'exposer pour qu'on parle de ce lobbying qu'on est en train de faire. La direction vers laquelle le plaidoyer veut infléchir une action politique n'est pas secrète, mais au contraire identifiée et connue de tous, parce qu'il s'agit de la prise il s'agit des politiques publiques locales. Oui, c'est un sujet d'opinion publique, c'est un sujet qui peut être débattu clairement, en pleine lumière, pas de problème. Donc c'est la différence entre le plaidoyer et le lobbying. Je vous laisse le soin de choisir le lobbying, le plaidoyer. je pense toujours. Les objectifs du plaidoyer, on a vu un petit peu les définitions, on a fait un petit peu le tour comment on peut expliquer ce que c'est que le plaidoyer, la différence entre plaidoyer et lobbying. Et on va voir les objectifs. C'est améliorer la capacité analytique des institutions politiques, oui. Améliorer la capacité analytique des institutions politiques pour leur permettre de mieux comprendre les enjeux de certains problèmes, le plaidoyer. Amener les décideurs politiques à améliorer les lois et règlements en faveur de projets et de programmes. Encourager les décideurs politiques et publics à agir davantage en synergie avec les populations et à descendre sur le terrain. Amener les décideurs à s'impliquer davantage dans la production et la gestion des ressources humaines et financières et matérielles des programmes au
projet, maintenir avec l'appui des médias une pression sociale suffisante de manière à obtenir un engagement des pouvoirs publics. Donc, vous êtes bien préoccupé par votre portable, connecté ailleurs, à vous de voir. Donc, on a fait un petit peu le tour des objectifs, quelques objectifs. Toujours la question des décideurs publics, l'amélioration des lois, encourager, influencer les décideurs publics, amener les décideurs publics à s'impliquer davantage dans la production et la gestion des ressources humaines, financières et matérielles des programmes ou projets, maintenir l'appui des médias. Donc ça sort bien de l'appui des médias. L'accompagnement Oui. des médias nécessaires. Oui, bien sûr, parce qu'un plaidoyer, il doit résonner fort pour qu'il soit entendu. Parce que souvent, le décideur, la politique publique, faire les oreilles à toutes, justement, c'est un sourd. Donc, on doit raisonner très fort. Les médias, ils doivent raisonner. C'est pour ça, toujours, toute campagne de plaidoyer, Il doit être accompagné il doit avoir une campagne de communication qui lui est bien propre. Ça fait une partie composante du projet. Un accompagnement. Oui, lorsqu'on établit le projet de plaidoyer, une partie composante du projet de plaidoyer, c'est la campagne de communication. C'est la partie communication, très importante. La partie communication, selon à qui on va s'adresser, on va choisir les moyens de communication adéquats. Est-ce qu'on va travailler avec par exemple des rencontres directes? Est-ce qu'on va faire un sit-in? Est-ce qu'on va adresser une lettre ouverte? Est-ce qu'on va demander une rencontre avec un groupe parlementaire? Un tas de façons pour faire les médias en parallèle. Est-ce qu'on va faire arriver la télévision? Est-ce qu'on doit chaque semaine faire sortir un communiqué de presse et le distribuer? Est-ce qu'on doit utiliser la radio locale? Donc, tas de possibilités qui sont offertes selon à qui on va s'adresser. Les principes, on a toujours cette question, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, que je dois, une mise au point que je dois ajouter pour cette partie de plaidoyer? On a vu la mobilisation. Oui. J'ai encore une toute petite nuance en ce qui concerne la différence entre le lobbying et le plaidoyer. Le lobbying et le plaidoyer. Oui, quelqu'un de la salle peut... Oui. Pour moi, le lobbying, le plaidoyer, c'est une forme de lobbying à drapeau social. Forme de lobbying à drapeau social. Le lobbying, c'est par un groupe qui est déterminé, qui ont des intérêts communs entre eux seulement. Le plaidoyer, c'est un intérêt commun. Donc le lobby se fait aux coulisses, c'est-à-dire tout ce qui est caché, tout ce qui est au couloir. Mais le plaidoyer, c'est quelque chose qui est exposé à tout le monde. Pour demander la participation et l'implication des personnes qui sont concernées. Donc exactement, juste pour compléter la réponse de chez nous, le lobbying et le plaidoyer, la distinction peut se faire au niveau des intérêts. L'intérêt du lobbying, c'est les intérêts d'un ensemble, d'un groupe, alors qui peut bien sûr qui peut aller à l'encontre. Même si on détriment de l'intérêt commun. Oui, mais moi ce que j'ai pas compris, c'est la différence entre eux au niveau des méthodes. Voilà, justement au niveau de la méthode. C'est la méthode qu'il faut faire la différence, non pas par le but. Ils ont toujours le même but, que ce soit le lobby, que ce soit le plaidoyer, c'est la pression sur le décideur, mais au niveau des méthodes. Oui, Puisqu'ils ont les mêmes intérêts. D'après ce que j'ai compris, les lobbyistes cherchent l'intérêt particulier d'un groupe.
d'un groupe bien déterminé. L'intérêt général. Mais la différence à faire au niveau des méthodes. Les méthodes qui sont employées par le lobbying. Le lobbying, il ne passe pas par la grande médiatisation. Il essaye de s'infiltrer dans les coulisses de la décision à travers des rapports bien déterminés, à travers ses propres raisons. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que l'intérêt du groupe qu'il est en train de défendre, il peut, s'il représente 20 ou 30%, il peut évoquer une grande contestation d'un autre groupe, donc il le bloquer. Parfois, les intérêts qu'il défend, ils ne sont pas toujours compatibles avec l'intérêt général. Parfois, ce sont des méthodes, il y a plusieurs qui sont justement, qui sont noires, qu'on parle des méthodes blanches, qu'on parle. Pour le lobbying, bien au contraire. Le lobbying, il est clair. Pour le plaidoyer, pour le plaidoyer, il est clair. Il a des intérêts bien clair, avec un groupe de personnes, avec une population bien importante. Il peut, pour le plaidoyer, son action, il se fait à jour. Il est même, pour le plaidoyer, il est même important, pas seulement important, mais nécessaire d'avoir une campagne de communication. Une action publique. Oui, justement, c'est une action publique. Donc, il essaie d'influencer une décision du politique publique locale ou nationale à travers des méthodes qui sont de sensibilisation à jour, de sensibilisation et à travers un argumentaire qui est bien clair et qui peut être discutable, qui reflète une vision. Voilà. Le lobbying, il reflète ce qu'il propose, il reflète une vision d'une partie de la société pour une situation, pour un problème bien déterminé. Donc il est bien clair, il s'agit d'une proposition dans un territoire bien déterminé pour tel ou tel problème. Le lobbying, non, c'est toujours le groupe. Au niveau de la méthode, ça va? Oui, ça va, merci. Les objectifs, on a dit améliorer la capacité analytique des institutions politiques pour leur permettre de mieux comprendre les enjeux de certains problèmes. Lorsqu'on est fait lobbying, lorsqu'on est fait le plaidoyer, les institutions politiques, par exemple, lorsqu'on a parlé de la discrimination, je reviens à l'exemple parce que c'est un exemple qui permet d'illustrer plusieurs actions. Lorsqu'on a travaillé sur la discrimination positive, c'était une façon, c'était un moment intéressant au niveau des partis politiques parce que là, ça leur a permis de prendre en considération l'approche genre au niveau de l'analyse de ces structures, au niveau des prévisions, pour pouvoir faire sortir un projet de loi concernant les partis politiques qui prend en considération la représentation politique des femmes au sein, la représentation des femmes au sein des instances des partis, que ce soit les partis, l'instance nationale ou l'instance. Donc le plaidoyer, et ça c'était à travers un plaidoyer. C'était le mouvement pour le 1/3 qui a rédigé toute une note, un concept note, dans lequel on expliquait pourquoi la nécessité qu'il y ait une représentation des femmes au sein des instances nationales, au sein des instances, quelle est la valeur ajoutée, est-ce seulement pour avoir un nombre ou quel est l'intérêt pour le projet de développement, quel est l'intérêt pour le projet de la démocratie dans le Maroc. Donc c'était tout un argumentaire. L'argumentaire, il a permis aux partis politiques de revoir justement leur analyse de la situation, de revoir leur structure organisationnelle, de repenser autrement le fonctionnement du parti et la composition et l'existence des hommes et des femmes au sein du parti. Actuellement, même auparavant, mais actuellement, la revendication encore, pas seulement des femmes à nombre, mais des femmes dans des postes de décision avec des mandats qui leur permettent d'être dans la décision au sein des partis et au sein de la commune. Donc vous voyez, au début c'était le problème plaidoyer sur le chiffre. On a eu un nombre de femmes. Maintenant, le chiffre ne nous intéresse pas parce qu'il en lui-même,
il n'est pas tellement intéressant s'il n'arrive pas à s'exprimer, s'il n'arrive pas à être dans la décision. Donc on est dans un autre stade de plaidoyer. Donc ça permet l'autre qui va recevoir l'institution politique de revoir, de comprendre les enjeux de certains problèmes, de comprendre l'intérêt d'intégrer les femmes dans le processus de prise de décision, amener les décideurs politiques à améliorer les lois et règlements en faveur de projets et des programmes, encourager les décideurs politiques et publics à agir davantage en synergie, donc il y a la question de synergie, avec les populations à des centres sur le terrain. Le plaidoyer, on est sur le terrain, en même temps on est à l'écoute de la population, on est dans une synergie. Amener les décideurs à s'impliquer davantage dans la production et la gestion des ressources humaines, financières et matérielles des programmes ou projets, maintenir avec l'appui des médias une pression sociale suffisante de manière à obtenir un engagement des pouvoirs publics. Lorsque le sujet est abordé par la presse, et chaque fois des analyses, chaque fois une situation, une remise en cause du même problème, donc il y a une pression continue sur le décideur, c'est-à-dire que le projet n'est pas oublié, que le plaidoyer il est toujours là, que l'attente derrière le plaidoyer, l'attente de la population, elle est toujours là. Lorsque par exemple il y a une population qui vient chaque jour et fait un sit-in, lorsqu'il y a par exemple devant le Parlement des groupes qui passent pour faire le sit-in, qui passent pour adresser parfois, ils sont silencieux, ils n'ont que les banderoles qui sont... C'est une façon de rappeler aux décideurs, de rappeler aux législateurs que notre problème est toujours là, donc qu'il faut programmer, le prendre en considération au niveau de vos agendas. Donc les mass médias, ils sont très importants. Je m'expose dans la rue pour que mon problème parle de moi, pour que ma présence dans la rue parle de mon problème, pour que mon problème soit toujours pris en compte par les responsables. Le fait de décider, par exemple, de porter une bande rouge, le fait de s'arrêter, par exemple, au niveau parfois des sociétés, les cadres d'une société privée, ils s'arrêtent chaque fois 1 heure c'est une façon de dire que vous n'avez pas encore résolu notre problème, justement, c'est une façon de faire le plaidoyer. Il y a plusieurs façons de faire le plaidoyer. Les principes, là, c'est la prise de conscience. Il s'agit d'amener les décideurs, les leaders, à se rendre compte du caractère inacceptable ou insatisfaisant d'une situation. Donc, c'est la prise de conscience d'un problème bien déterminé. C'est la concertation. Il convient de réunir les acteurs locaux concernés par le problème afin de définir en commun les limites du problème et ses enjeux, s'assurer que chacun en a la même conception. Lorsqu'on fait la concertation, on est en train de bâtir une connaissance commune de problème. Une vision convergente. Oui, justement, une connaissance, une vision qu'on partage du problème. Donc, on essaie, parce que si on ne partage pas la même vision, si on ne partage pas même information, même connaissance sur un problème bien déterminé, les solutions, les alternatives que va proposer l'un ne peuvent jamais converger avec les solutions que l'autre peut proposer. Donc, toujours travailler dans le sens de construire du groupe. Mais je suis compromis là. C'est pas le compromis, non. Non, c'est pas le compromis, c'est pas le consensus. C'est la concertation, c'est l'explication. Pour le problème, c'est la communication. Oui, parce que lorsqu'on est dans le consensus, parfois, le consensus, le consensus, souvent, il pose problème. Parce que le consensus, il retarde le consensus ou non, la concertation en matière politique, c'est Tachawur, la concertation. Tachawur, oui. Concerter, tachawur. Ou lorsqu'on est dans la concertation, on est l'un à l'écoute de l'autre pour pouvoir bâtir un carré qui peut justement. Parce qu'on ne peut jamais être conformément à 100% avec l'idée de l'autre. Chaque acteur, il a ses intérêts au niveau du territoire. Chaque commence par un dissensus. Voilà, sur un projet. C'est pour ça qu'on parle d'un projet territorial
Les acteurs, ils sont au niveau du projet territorial, ils convergent vers une vision bien déterminée d'un projet de développement qui peut, pour une durée par exemple de 3 ans, là de 4 ans ou de 5 ans, refléter les attentes de cette population. Et bien sûr, c'est un projet qui va à la continuité. Au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, comme le PCD par exemple le prévoit, il y aurait une évaluation et on va passer à l'étape 2. L'essentiel que cette dynamique, elle est là, la dynamique entre les différentes attentes, comment faire converger ces attentes dans un carré qui peut vraiment réunir les différentes attentes. Réunir ne veut pas dire réaliser toutes les différentes attentes, mais converger vers des attentes entre nous. Moi, personnellement, je préfère ne pas parler en termes de consensus. Souvent, le consensus, il bloque les débats. Lorsqu'on est dans le consensus, souvent, le débat, on fait le consensus le plus faible, il cède, justement. Lorsqu'on est en train de construire, il faut être dans le débat, parce que c'est le débat public. Le débat public, il est toujours important pour tout projet de développement, pour toute population, parce qu'il permet d'avancer, de travailler, d'avancer ensemble, de construire ensemble sur des bases solides. Alors, le consensus, ça veut dire on cède. Souvent, souvent, les consensus, lorsqu'on parle de consensus, c'est un accord entre les acteurs. Oui. La PCD cède pour la majorité. C'est l'accord de tous les acteurs. Oui. Mais je pense que consensus et concertation, c'est largement différent. Du moment que concertation, c'est avoir la même conception de la chose. Alors que consensus... Pas avoir la même conception, pardon. Le consensus, c'est le fait d'être d'accord. Non, c'est pas le consensus. La concertation, c'est avoir la même conception de la chose. Pas forcément. Pas forcément. La concertation, elle nous permet, il nous permet de partager les différents avis. Ils sont différents, mais on les partage et on essaie, en étant toujours dans la concertation, de bâtir ensemble. Lorsqu'on est dans de bâtir ensemble, voilà, on peut bâtir vers le consensus comme on peut bâtir à travers d'autres formes d'entente. Ces formes d'entente, ça diffère selon le contexte. Dans le consensus, par contre, souvent les consensus, ils sont faits au détriment des plus faibles. Ceux qui n'ont pas le poids dans les processus de prise de décision, souvent ils sont en train de céder, finissent par céder, parce qu'ils n'ont pas vraiment les arguments. Parfois, pas nécessairement les arguments. C'est le pouvoir. Parfois, le pouvoir, chez les bâtis sur le chiffre, chez les bâtis sur... Donc, ça dépend. Parfois, la cause, même s'il n'est pas bâti sur... même si le pouvoir est là, il ne peut pas toujours l'avoir par le nombre, mais... une cause, par exemple... une cause qui ne peut pas être discutable, qui fait toujours tabou. Même si tu ne partages pas, tu es obligé parce que tu es dans une situation de accepter, parce que tu ne peux pas, parce qu'il est toujours tabou, parce que le problème toujours assez délicate, il faut céder. Le problème toujours des libertés individuelles, ça se règle comme ça, parce qu'on n'arrive pas à... Ça se règle à travers des consensus. On dit voilà, le consensus, il y a ceci, il y a cela. Le débat, il peut donner autre chose, mais aussi, il faut dire que les consensus, dans des situations déterminées, il arrive à ne pas bloquer les situations et à faire marcher pour évoluer par la suite, évoluer vers une maturité qui permettra le débat, qui permettra de trancher autrement. Parfois, c'est une solution. Mais concertation, c'est pas consensus comme vous avez. Je trouve là aussi confuse. Plus que. Parce que ce que je sais, c'est que le consensus, il doit y avoir. Tout le monde doit être d'accord sur la même chose. Oui. Donc, et si une personne n'est pas d'accord, donc on n'a pas de consensus. C'est tout à fait. Donc il n'y a pas que, par exemple, quelqu'un qui est faible qui va. Même si je suis faible, si je dis non, donc il n'y aura pas de consensus.
Le consensus, c'est vrai, le résultat, c'est que tout le monde est d'accord, à l'unanimité. Mais comment on obtient cet accord? C'est par la cession de quelques-uns. C'est sûr, tout choix, il y a une dénonciation d'un autre choix. Donc souvent le consensus, il est bâti, ce sont les plus forts qui arrivent à influencer les plus faibles. C'est ce que les minorités, c'est ce qu'on voulait dire par là. Personne ne va dire non, mais il y a un consensus. Souvent ce sont des consensus, par exemple lorsqu'il s'agit de régler des problèmes de guerre, lorsqu'il y a des consensus qui ne résultent pas d'un vrai débat. Le problème, au bout de 3 ans, 4 ans, il surgit une autre fois. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient le plus faibles à ce moment-là, ils ont dit oui, ils gardent toujours la frustration et ils réagissent. Vous avez compris la nuance? Le consensus, c'est toujours oui. إجماع وين ولكن داخل الإجماع كيفاش كنبنيو الإجماع؟ لا سي دونك كونسيرتاسيون. لا كونسيرتاسيون نتشاوروا مع بعضياتنا. نتشاوروا يمكن oui le partage. نتشاوروا كنبارطاج. Il y a partage, il y a en même temps partage de connaissances, il y a partage de pratiques, il y a des idées, il y a une consultation entre nous. Mais comment ça va aboutir? Ça va aboutir. Justement, on n'a pas pu aboutir à un accord final, on n'a pas pu trouver un terrain d'entente. Mais la concertation, c'est une étape qui est importante parce que ça permet d'être à l'écoute, d'enregistrer. Si on est dans une concertation qui s'inscrit dans une démarche participative, les résultats ils vont être inscrits et on va essayer de les retenir une autre fois. Parce que la concertation, qu'est-ce que tu as fait la concertation? Parlons de l'étape concertation. Qu'est-ce qu'on a fait la concertation? Oui, je l'ai. Vas-y. Donc on peut dire que la concertation c'est juste un avis. Que la concertation, il y a le contraire du consensus, il y a le dissensus, il y a le conflit, il y a voilà, moi je suis pour, vous êtes contre et on essaie de se mettre d'accord sur une chose qui va nous intéresser tous à la fin. Alors on part du dissensus pour arriver au consensus. Oui, je l'aime. À mon avis, pour la concertation, on a différents enjeux, mais on cherche toujours à une situation meilleure que celle qu'on vit. La concertation, c'est impliquer les acteurs de toutes les parties prenantes du problème pour se concerter vers un compromis. Oui, un compromis d'une situation, comme j'ai dit tout à l'heure, meilleure que la situation. Oui. Une phrase très simple, concertation, c'est un débat où il y a le pour et le contre pour arriver à un consensus. Une concertation, les assises de concertation, à la fin vous avez toujours des recommandations. Et les recommandations, ce sont des décisions, ce sont des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord. Toute la salle, il a validé ces recommandations. Lorsqu'on organise par exemple au niveau national, les concertations par exemple sur l'aménagement du territoire, les concertations sur la société civile, les concertations sur par exemple la réforme du code pénal. Donc là, c'est pas sur à l'instant même on sort avec un résultat définitif. On sort avec des recommandations. C'est pour ça qu'on parle des concertations régionales. Différentes régions. Les concertations régionales, ça permet de prendre l'avis, la spécificité de chaque région, d'avoir les recommandations, donc de refléter toute la population, de ne pas être avec une partie de la population l'exclusion, d'être dans l'inclusion. La concertation, ça permet tout ça. Lorsque je suis dans le consensus, le problème, par exemple, le dossier de Sahara, lorsqu'on dit qu'on est dans l'Ijma, personne ne peut, même s'il a un avis différent, personne ne peut exprimer l'avis d'Yalbi. L'Ijma, c'est une liberté individuelle. Lorsqu'on est le consensus,
personne ne peut dire, ne peut une autre fois parler de la liberté de conscience me permet ceci ou cela, parce qu'on est dans le consensus. Par contre, comme a dit Ijla, lorsqu'on est dans la concertation, il y a le débat, il y a le oui, il y a le non, il y a un échange, il y a toujours une possibilité, donc je ne sais pas. C'est parce que je prends mon bagage toute la journée. D'accord, donc je continue. La réflexion, toujours le plaidoyer permet aussi la réflexion, les principes dialogue. Parmi les principes, c'est la réflexion. La concertation des acteurs doit permettre de développer une stratégie sur la manière dont le message peut arriver aux autorités. La meilleure façon dont celles-ci peuvent saisir l'existence du problème. La réflexion peut également porter sur des pistes de solutions. Donc, c'est les recommandations. Lorsqu'on a des recommandations, par exemple, les recommandations, c'est quoi? Ce sont des pistes de réflexion. Lorsque tu sors d'un atelier de concertation avec deux recommandations, il te dit par exemple, voilà, par exemple un atelier avec les élus, la recommandation qui sort, il nous faut un coaching au niveau de développement de la personnalité, il nous faut une formation sur la charte communale, il nous faut... Donc tu sors avec, il nous faut un autre code qui organise les partis politiques, loi qui organise les partis, tu sors avec des pistes de réflexion. Donc, tu vas travailler sur quoi? Sur le renforcement des compétences individuelles, le renforcement de la stratégie d'information, la stratégie de communication avec eux. Tu vas travailler sur la réforme, il y a les lois qui concernent les partis politiques. Donc, tu as des pistes de réflexion. Oui. Exactement, ce que je voulais dire, c'est que ces réflexions et ces recommandations peuvent constituer de base pour les décisions. Oui, tout à fait, tout à fait. Lorsque tu as les recommandations, pourquoi par exemple un ministère, lorsqu'il organise des ateliers de concertation, il insiste à la fin de l'atelier d'avoir des recommandations. C'est une façon de valider, parce que par la suite, lorsqu'il va sortir la décision, il y a ce qu'on appelle le mémo. Le processus. Le mémo du processus, il va refléter tous les ateliers qui ont été partout au niveau du national. Et chaque atelier, il a ses recommandations et on va essayer d'établir, voilà, donc d'établir un voilà, c'est aussi une force de proposition et c'est une légitimation de la décision finale. C'est voilà, ma décision, voilà ma décision. Lorsque j'établis par exemple un guide par exemple d'information, je peux faire un atelier où j'ai un atelier de concertation, par exemple un guide sur, je dirais, un guide par exemple comment travailler sur l'école citoyenne. Je fais un atelier de concertation avec les gens de l'éducation nationale, je ramasse les éléments, je travaille le guide, je reviens, je fais un atelier de concertation, je reviens par la suite, j'étale le draft, il valide et voilà mon mémo, ma décision finale pour le guide. S'il me refuse le changement, j'ai l'argumentaire, j'ai le document, j'ai le mémo des ateliers, comment faire. Donc, au niveau du concrétisation de l'approche participative. Oui, oui, ça permet, oui. On a vécu au ministère de Solidarité et du Travail un exemple d'un guide. Le guide, on travaille actuellement sur le guide d'intégration de l'approche genre dans les politiques publiques. Ce guide était le résultat de deux sessions de formation sur le genre avec les départements, les points focaux des départements ministériels, et avec des sessions de formation des cadres du ministère. Après chaque session de formation, l'experte s'appelle Céline Lavani, c'est une experte internationale, elle a fait des recommandations après chaque session de formation. Dans une session de formation à propos du guide, elle a intégré toutes les recommandations de toutes les sessions de formation concernant les points focaux et les cadres pour aboutir à un guide, entre
parenthèses, qui prend en considération les recommandations, toutes les recommandations. mais il va être validé par la oui, suite. c'est validé, c'est en cours d'impression pour le distribuer à tout oui, pour être distribué pour tout le... Voilà une démarche de concertation, d'implication. C'est une démarche de concertation, d'implication, en parallèle de réflexion. Là, vous étiez la concertation, la réflexion, et ce sont les recommandations qui ont guidé les grandes lignes, l'esquisse, il y a le guide que vous avez parlé. Donc, le principe, il y a la réflexion, il est très intéressant le principe, il y a la réflexion. Il peut mener sur influence, pression. Principe influence-pression. Le but du plaidoyer est de faire pression sur les pouvoirs publics afin que ceux-ci n'aient pas d'autre choix que de prendre la revendication en considération au regard de l'ampleur du mouvement et ou de l'importance stratégique de la cause. Donc le but du plaidoyer, c'est de faire pression. On a dit ça tout à l'heure. Afin que les revendications soient prises en considération. Donc, ça veut dire, en deux mots, l'influence et la pression qu'on peut exercer dépendent toujours de l'importance stratégique de la cause et aussi de l'organisme qui est porteur de cette cause. Si on est un organisme qui est bien incarné, qui a sa place dans la société et qui est un interlocuteur incontournable en face des institutions, on arrivera à influencer si on est un petit... pas question de taille, mais question comment on a forgé sa place. De bonne mobilisation. Voilà, et comment on a pu... C'est le parcours de l'organisme qui est porteur de cause. Donc tout ça c'est très important. Lorsqu'on est porteur de cause de plaidoyer, nécessairement l'analyse de sa position, l'analyse de la structure, elle est très intéressante. Quels sont les alliés qu'on a? On doit la structure interne d'abord. Analyser l'organisation qui doit être, parce que est-ce que c'est une organisation qui est reconnue, est-ce qu'il a sa place, est-ce qu'il peut tailler sa place, est-ce qu'il peut avoir des alliés qui sont influençants, est-ce qu'il n'a pas de place entre les autres acteurs, il n'est pas reconnu, donc nécessairement c'est la cause qui va perdre à ce moment-là. Par exemple, madame, en matière des droits de l'homme, donc vous faites partie du conseil. Voilà. Donc ça dépend pour la défense de certaines causes, ça dépend s'il s'agit de l'AIDH, de l'OIDH, de transparence, le poids de l'organisme qui prend en charge la défense de la question. Ceci, c'est ça. La question des droits de l'homme, le Conseil, il a une position, c'est une institution. C'est une institution de consultation et bien sûr il émet des avis, le Conseil aussi il émet des avis et justement parce qu'il est une institution qui a sa place, la plupart du temps, si vous suivez l'actualité actuellement, les avis que le Conseil est en train de sont pris en considération, il arrive à influencer. Pourquoi il impose les avis, pourquoi il est en train de mettre des avis sur tel ou tel dossier pour influencer le décideur public qui travaille sur tel ou tel niveau. Donc l'émission de l'avis, c'est aussi un moyen de faire un plaidoyer auprès d'un organisme, auprès d'une institution bien déterminée. Le plaidoyer de l'ANDH et de l'OMDH, ça relève aussi de... C'est un autre domaine de plaidoyer qui est important parce qu'ils sont là pour dévoiler l'aspect des violences qui sont effectuées à l'égard. Mais déjà, donc, l'avis du conseil, il est déjà, comment dirais-je, il est basé sur les plaidoyers de l'ANDH ou de l'OMDH ou de la transparence, par exemple. Des cas, oui. Des cas, c'est parce que le conseil en parallèle, il prend des prérogatives, il a ce droit-là de prendre des prérogatives, mais les deux cas, oui, il peut certaines fois, il peut converger avec ces institutions, avec ces associations pour travailler sur, même par exemple, une proposition de réforme.
La solidarité, le plaidoyer nécessite une mobilisation générale des acteurs agissant les uns pour les autres. Comme on a vu la mobilisation, le plaidoyer aussi, la question de solidarité, elle est là, c'est un principe. Les populations concernées. Qui sont les populations? Oui, bien sûr. Qui sont les populations qui sont concernées par le plaidoyer? Les gens qui ont le pouvoir de prendre les décisions, et dans l'idéal également vers les gens qui influencent ces décideurs, tels que le personnel, les conseillers, les médias et le public, donc partie idéalement. Il s'agit ici d'interpeller toutes les personnes physiques et morales capables de prendre des décisions susceptibles d'apporter des changements en vue d'une amélioration de la mise en place de solutions face à une situation problématique, ainsi que les acteurs influents. Donc, le plaidoyer est destiné aux acteurs disposant de pouvoir de décision et de coercition susceptibles d'agir dans le sens de la revendication. Donc on doit viser à qui on doit destiner ce plaidoyer. Les entités concernées sont donc ici des acteurs politiques et institutionnels. Donc, souvent ce sont des acteurs politiques ou des acteurs institutionnels. Le cas des populations concernées, ça concerne pour le plaidoyer l'institution qui est interpellée par le problème, ou ça peut concerner un ensemble d'institutions, un ensemble des acteurs politiques. Lorsqu'il s'agit par exemple de la discrimination positive, ça concerne l'ensemble des acteurs politiques d'abord, pour en faire des alliés. Ça concerne par exemple le ministère de l'Intérieur, donc ça dépend. Notre interlocuteur, ça dépend de la cause qu'on va travailler. Population concernée, il y a l'État, il définit et conduit la politique nationale et met en place un budget pour son exécution. On peut adresser des plaidoyers à l'État afin d'influencer ses grandes orientations politiques. معطلين مثلا انه العمل دوني ساكنه ملي كتخرج مثلا كتسمع يفني ولا كتسمع مشات امام العمل بس لا on interpelle la politique publique de l'État. Donc c'est l'État qui est visé sur le plaidoyer. Les ministres, ils ont en charge la mise en œuvre des politiques définies par l'État dans chaque domaine qui est leur attribué. Ils définissent les priorités et élaborent les orientations stratégiques des actions à court, moyen et long terme. Donc les ministres, parce qu'ils sont dans l'opérationnel, ils sont dans l'élaboration des politiques sectorielles, politiques publiques sectorielles, donc eux aussi ils sont concernés par le plaidoyer. Population concernée aussi les entreprises privées, les collectivités locales. Les entreprises privées, ça dépend, qu'est-ce qu'on va comme action, comme problème, qu'est-ce qu'on a défini vis-à-vis des entreprises. Les collectivités locales aussi, ça dépend du problème qu'on a. Les étapes, donc les étapes d'y aller toutes plaidoyer. En premier lieu, il convient de déterminer sur quoi le plaidoyer va porter et s'assurer que le thème du plaidoyer correspond bien à un problème vécu par les populations. Parce que souvent, en termes de plaidoyer, on croit que tout problème est capable il est apte à faire projet, il peut être projet d'un plaidoyer. Et souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas un vrai problème, ça reflète un problème qui ne peut être résolu. Donc, pour plusieurs raisons, ou bien pour le montage de la campagne de plaidoyer. Il s'agira avant toute action de plaidoyer de cerner le niveau d'information des entités ciblées. Les préoccupations, donc avant toute action de plaidoyer, il faut avoir une idée claire, il faut avoir le maximum d'informations par rapport aux entités qu'on va cibler. Les préoccupations et attentes des populations ont tout un intérêt à être récoltées pour nourrir le plaidoyer et serviront à la fois de témoignage et d'information. Sélectionner un comité de pilotage. Donc, les étapes du plaidoyer. L'étape 1. عندنا une étape تاخذ 5 دقائق بغيتو. Oui, merci. D'accord.